Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le magazine consacré à la rétrospective de la semaine. Et l'édition de ce 19 février 2023 vous sera présentée ensemble avec Bernida Sitou. Bonsoir Bernida. Bonsoir Christy. Est-ce que tu peux nous présenter les titres de ce journal? Oui, nous reviendrons dans cette édition. A accentué le phénomène de demi-terrain dans le périmètre urbain de Brazzaville. Et puis, nous reviendrons sur ces images de ces deux jeunes filles accusées de braquage dans une salle de jeux vidéo. Images, disais-je, à revoir dans ce journal hebdomadaire. Et pendant ce temps, à l'école primaire Antonio Agostino Neto, les salles de classe sont vidées de leurs tables-bancs. On va justement ouvrir ce journal avec ce sujet qui nous emmène à Dolisie, dans le département du Niari, où deux jeunes filles ont été arrêtées pour vol, coups et blessures avec préméditation de meurtre. Bernida. Oui, cette histoire inédite et insolite se doit dérouler à Dolisie, capitale du Niari, dans le City pour les intimes. Comme quoi, autre temps, autre mœurs, ça suivait. Elle a 22 ans et Francisca, 17 ans, arrêtée pour braquage dans une salle de jeux vidéo. Et ce lundi, c'est la reconstitution des faits. Le fil, je le trouvais hyper long, je pensais que ça allait suffire de ses épaules. Mais lorsque je voulais coincer, c'est là où je me suis aperçu que ça ne serait pas suffisant pour le... La scène se passe aux environs de 19h du soir de la journée du dimanche 12 février où Burel Mavungu, 34 ans, gérant d'une salle de jeux vidéo, se fait attaquer par ces deux jeunes dames qui se font passer pour des clientes. Présentes ont été interpellées par nos services. Elles sont donc auteurs des coups et blessures, vol avec circonstances aggravantes, tentative de meurtre. Elles ont pénétré donc hier, profitant de l'interruption de l'électricité au grand marché de la ville de Dolisie. Elles ont pénétré donc la boutique, sinon la salle de jeu appartenant à monsieur Charret, qui était absent en la circonstance. Elles ont trouvé donc son gérant. Les deux jeunes filles qui se connaissaient bien avec le jeune homme lui offrent alors une bière. Burel accepte de boire et ne se doute aucunement des intentions des jeunes filles. Bon, la première fois lorsqu'elle est arrivée, elle n'avait pas la boisson. Donc elle a fait combien de tours? 2 tours, je crois. Elle a fait 2 tours. Au départ, Elle arrive, elle voulait jouer, mais les postes étaient occupés. Okay. Après, elle est repartie. Après, encore, lorsqu'elle est revenue, elle me dit on est en train de faire des clips en bas là-bas, mais on nous a proposé des boissons là-bas, je ne sais pas si tu peux boire. Moi, je lui ai dit non, il n'y a pas de problème, tu peux emmener. Burel résiste à la drogue. Il ne somnole pas. C'est ce qui pousse les jeunes dames à employer d'autres moyens. J'étais en train de jouer aux jeux vidéo en attendant qu'ils somnolent un tout petit peu, qu'ils ne s'aperçoivent pas que les gens sont partis pour prendre les choses. Mais le truc qui est là, c'est qu'il était toujours réveillé, mais c'était comme un somnambule. Donc en gros, je pouvais faire l'action, etc. Mais le truc qui est là, du genre que, vu que ça fait beaucoup de temps et qu'il commence, je sais pas, je pensais qu'il allait vite se dessouler, le truc qui est là, c'est comme j'ai dit, pour gagner du temps en cherchant la porte de sortie qu'on pouvait sortir avec, on pouvait l'assommer et partir. Lorsqu'il allait se réveiller, c'est là où il allait lancer l'alerte et je voulais le mobiliser, mais c'est une personne qui a très souvent l'habitude de mettre sa main là. Rattrapés et mis aux arrêts, les deux criminels seront présentés au procureur de la République près le parquet de Dolisie qui prononcera le sort réservé. Et dans le 6e arrondissement de Brazzaville, les travaux de construction de l'avenue du marché Petit-Chose s'exécutent normalement et l'ouvrage fait déjà la joie des habitants du quartier. Vous allez le voir dans ce reportage de David Martial Bossa. Ce sont les ouvriers qui sont à l'œuvre, voici déjà un moment. Ils y travaillent d'arrache-pied, question de transformer cette voirie communément appelée marché Petit-Chose en un ouvrage moderne et salubre. Ce,
dans le cadre du lot 2 du projet d'aménagement et pavage des voiries de Brazzaville. Ces travaux seront exécutés sur une distance de 300 mètres, à savoir du point de raccordement à la rue Éco comme point de chute. Il est prévu la construction de caniveaux de part et d'autre de la chaussée et un collecteur pour évacuer les eaux dans la rivière Kélé-Kélé, question de lutter contre la sempiternelle question des inondations de plus en plus récurrentes en saison de pluie ici. Actuellement, l'heure est à l'assainissement du terrain et le collecteur sorti de terre est bel et bien visible, ainsi que le caniveau en construction sur l'un des abords de la chaussée. Encore en construction, l'ouvrage suscite déjà la joie des habitants du quartier. En tout cas, Cela nous réjouit énormément de voir comment notre marché est en train de se métamorphoser. Il y aura des caniveaux de part et d'autre ainsi que des pavés. En tout cas, nous sommes heureux. Nous souhaitons que ces travaux s'exécutent selon les normes car cela nous facilitera parce qu'on pourra avec un taxi ramener notre marchandise jusqu'ici. Mais il faut souligner à grands traits les difficultés qu'éprouvent les ouvriers dans l'exécution de leurs travaux, puisque obligés de cohabiter avec les vendeurs du marché Petit Chose qui exercent leur activité sans se soucier des dangers que cela représente. D'après les informations glanées sur le terrain, les occupants du marché ont tous été reversés au marché Mamamboalé pour y exercer leur activité. Décision vue d'un mauvais œil par certains qui préfèrent y rester. Les dispositions prises demandent à ce que ces vendeurs intègrent le marché Mboalé, mais ces derniers refusent de s'exécuter et préfèrent y rester. On ne sait pourquoi, alors qu'ici c'est un chantier. Nous sommes dans un pays de droit, ce n'est pas de la gêne. Il revient justement l'État de faire preuve de responsabilité afin de mettre de l'ordre. La journée internationale de l'épilepsie est célébrée chaque année le deuxième lundi du mois de février. Cette année, elle a eu lieu lundi 13 février dernier. Ce jour-là, l'une de nos équipes s'est rendue à l'hôpital de base de Bakongo. Le reportage est signé Irma Oko et Vupion Steve Kenzo. C'est une maladie neurologique chronique qui touche 50 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Bien que génétique et non identifiée, cette pathologie se caractérise par des crises comme l'explique le docteur Deli Moussiana. La maladie épileptique, l'épilepsie, couramment appelée maladie Ndeke, définie par la répétition spontanée des crises convulsives provoquées par une hyperactivation au niveau neuronal dans le cerveau. Plusieurs causes sont à l'origine de cette maladie. Cette maladie a des causes multiples, notamment des causes génétiques. Donc on hérite des parents. Et la plupart des cas aussi, on a des causes non identifiées. Si bien qu'une épilepsie peut apparaître dans plusieurs circonstances. On peut avoir, dans les cas d'un traumatisme crânien, quelqu'un qui a eu un accident de voiture, tout ça, et peut commencer par la suite, présenter des crises convulsives. Une méningite qui laisse des séquelles. Les séquelles là, ça s'entretient par cette hyperactivation neuronale par les crises convulsives également, ou un accident médicamenteux. Il peut aussi avoir un sévrage à une drogue. L'épilepsie affecte le cerveau et se manifeste par des brefs épisodes de tremblements involontaires touchant une partie du corps et parfois tout le corps. Elle touche même les plus petits. Par manque de suivi, elle entraîne des complications graves. La complication, elle est multiple, elle est sévère parce que souvent c'est les quotients intellectuels de l'enfant qui subit parce que les neurones sont détruites. Cet enfant-là qui a présenté des crises convulsives spontanées à répétition et qu'on n'a pas soigné, à l'âge adulte, développe la folie, la démence carrément. Et on pense que c'est des esprits mauvais, c'est la malchance, la poisse. Or, la cause est antérieure. Ça vient de crises convulsives qu'on n'a pas soignées depuis l'enfance, qui est à l'origine de cette défaillance cérébrale carrément. Au cours de cet entretien, Deli Moussiana n'a pas manqué de faire quelques suggestions aux parents. Nous avons souvent l'habitude de taper les enfants à la tête.
tous ces coups-là, il y a des vaisseaux, il y a des nerfs qui sont très sensibles, qui peuvent aussi déclencher d'hyperactivité neuronale qui peut être à la base des épilepsies plus tard. Les cerveaux demandent toujours la protection du cerveau. L'exagération aussi des images fortes chez les enfants, c'est aussi une source d'hyperactivité cérébrale qui peut entraîner aussi à l'épilepsie, surtout lorsque génétiquement on a des tares, donc il faut vraiment veiller à ça. L'écran, la télé, les tablettes, tout ça là, il faut vraiment réduire l'exposition des yeux, surtout des enfants, à des hyperactivités comme ça. Plus la maladie est détectée à temps, plus la prise en charge est effective. Le traitement d'une personne souffrant de cette pathologie est à vie, a martelé ce médecin. À titre de rappel, plus de 130 pays dans le monde célèbrent cette journée. Le 13 février dernier, c'était également la journée mondiale de la radio, Christine. Oui, Bernadette, à Brazzaville, si certaines radios diffusent leurs programmes comme il se doit, d'autres par contre éprouvent d'énormes difficultés de fonctionnement. Le cas de la radio Voix évangélique qui n'émet pas par faute d'émetteur. On va en parler avec Evra Tikasumba et David Gomez. Ce lundi 13 février, jour de célébration de la radio à travers le monde. À la radio Voix évangélique, c'est le silence total, pas d'émission et les appareils sont couverts de poussière comme cette table de mixage. Du studio A au studio B d'enregistrement, aucun son radio sinon que les toiles d'araignée qui rappellent les vestiges des lieux. La cause de cette interruption des programmes, son émetteur avait été endommagé par un coup de foudre et ce depuis 4 ans. Vous avez constaté vous-même avec moi les locales de la radio Voix évangélique avec tous ces instruments, une radio qui a fait la fierté de tous les chrétiens à Brazzaville, tout comme les environs. Malheureusement, aujourd'hui, on n'aimait pas il y a 4 ans. On n'a pas peut-être un foursoyeur de fond. Si on pouvait avoir un foursoyeur de fond pour nous donner peut-être un émetteur, ça pourrait peut-être nous arranger afin que la radio Voix évangélique reprenne avec ses émissions. Autre radio, autre réalité. Ici, à la radio d'hier number 1, tout fonctionne normalement. Même cas de figure à la radio Micodec. S'agissant du thème de cette année, Radio Épais, Claude Renaud Ndiengi, responsable programme à la radio Micodec, pense que la radio est un acteur important et un élément essentiel du maintien et de la transition vers la paix de par son programme. La radio dépend des programmes. Quand les programmes sont bien conçus, il y a des programmes éducatifs, il y a des programmes de paix. Et ça, je pense qu'aucun autre média que la radio ne puisse proposer ce genre de programme. Et la radio demeure toujours là et son rôle est toujours aussi important malgré la présence des médias. On peut parler aujourd'hui des réseaux sociaux qui sont là, on peut parler de la télé a toujours existé, mais la radio, dans sa forme traditionnelle, demeure toujours important à travers, j'insiste, les programmes de diffusion, de paix, de sensibilisation dans beaucoup de domaines. Les auditeurs, eux, attendent plus d'amélioration des programmes des radios congolaises pour qu'elles soient un peu plus suivies par les jeunes. Les jeunes n'ont plus accès souvent, tendance d'aller au niveau de la radio. Ils s'intéressent trop un peu du côté des réseaux sociaux parce qu'il y a la modernisation, l'arrivée des smartphones. Donc rapidement, ils peuvent télécharger une application pour suivre un peu certaines informations. On a envie d'écouter, mais ce que je peux dire est que si vous pouvez un peu améliorer le système là, ça peut aller un peu. On n'a pas le temps de suivre la télé, souvent on est seulement connecté avec le téléphone. Soit on va suivre sur l'internet ou bien soit à la radio, tu sors le matin, tu es en train d'écouter le journal par le téléphone. À l'occasion de cette journée mondiale de la radio 2023, l'UNESCO souligne que la radio indépendante est un pilier de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Tous les jours sur la Dear Number 1 92.9. Les transporteurs en commun qui exercent à la gare routière du plateau des 15 ans, ainsi que les vendeurs installés sur place sont sommés de quitter les lieux, Bernida. Oui, Christy, l'espace cédé par la mairie de Brazzaville aux transporteurs en commun appartiendrait à un particulier. Les explications d'Evra Tikasumba et Evra Mungondo. Ils sont sommés de libérer les lieux. Ces conducteurs de véhicules qui prennent le départ ici à la gare routière des plateaux de 15 ans pour Pointe-Noire ont reçu une notification d'un huissier de justice qui les demande de déguerpir.
Désemparé, Karel Cyril Nzundu, responsable du syndicat des transporteurs en commun, explique. C'est un terrain pour nous que nous considérons comme un domaine public où nous exerçons. Effectivement, nos membres qui exercent ici payent régulièrement leurs droits à la mairie et qu'aujourd'hui, ils ont été notifiés. Ils ont reçu donc la notification d'un huissier de justice qui stipule que ce terrain appartenait à un particulier, donc à Madame Ondjoana. Et donc, avec l'huissier qui est venu pour nous déguerpir, vous savez qu'ici nous avons un parc automobile qui a plus de 100 véhicules à l'arrêt. Et donc, les déguerpir, c'est les envoyer aller envahir donc les avenues. Et chose qui est difficile parce que lorsque nous payons, nous marchons avec la mairie et lorsque nous sommes en difficulté, nous souhaitons bien que la mairie soit là puisque nous payons cet espace. À cette gare routière du quartier Plateau, exercent aussi les commerçants qui sont désormais dans le qui-vive. Il y a plusieurs familles qui exercent ici. Il y a les gens qui prennent les bus ici pour aller dans les différents quartiers. Maintenant, là on nous demande de déguerpir. Là il faut aller où? Suite à cette situation, le syndicat des transporteurs en commun sollicite du propriétaire des lieux un compromis en attendant de trouver un autre endroit où seront stationnés ces véhicules. Nous nous sommes rendus compte que le terrain appartient bel et bien à un particulier puisque c'est justifié à travers les documents qui nous sont présentés. Et en ce moment, tout le monde est debout parce que le déguerpissement, ce n'est pas seulement pour les transporteurs, y compris les vendeurs à l'étalage qui sont là, comme vous avez pu constater. Nous avons donc sollicité de la part de Mme Ondjoana une compréhension pour que nous puissions nous aussi repartir vers la mairie et regarder avec le propriétaire des lieux qui est Mme Ondjoana comment est-ce que nous allons trouver un terrain d'entente pour nous permettre de continuer pour le moment à exercer ici. Sinon tous ces véhicules, nous n'avons pas d'autre endroit où nous pouvons aller les garer. Ceci dit, la gare routière du quartier Plateau de 15 ans, où stationnent les véhicules qui rallient Brazzaville à Pointe-Noire, est en voie de disparition. Retour également sur ces images des élèves assis à même le sol à l'école primaire Antonio Agostino Neto, compromettant ainsi, vous l'avez compris, l'avenir de toute une génération d'élèves futurs cadres de demain. Reportage de Brunel Dongo Kanga et Marocco et Bien-Aimé Condé. Disparition des tables-bancs à l'école primaire Antonio Agostino Neto de Talangay. L'affaire fait sensation et les élèves sont obligés de faire cours à même le sol. Selon les informations recueillies, cette volatilisation des tables-bancs dans des salles de classe serait l'œuvre d'un des gestionnaires de cet établissement public d'enseignement général qui compte 2 vagues. Chaque soir, une moto tricycle de marque Kawasaki sortait régulièrement de l'école remplie de tables-bancs pour une destination inconnue et c'était sous l'autorisation d'un des directeurs. En réalité, cette affaire de disparition des tables-bancs serait, à en croire quelques anonymes, un acte de sabotage perpétré par un des responsables pour ternir l'image de son homologue. L'affaire serait entre les mains du commandement de la police de Brazzaville qui a ouvert une enquête. Pas de cours depuis lundi dernier pour les apprenants de l'école paramédicale Jean Djokoandi de Dolisie dans le département du Niari. Et pour cause, les enseignants réclament le paiement de 13 mois d'émolument de vacations. Vincent de Paul Koubembe, Aurélien Zengue nous en parle dans ce reportage. Regardez. Il l'avait promis depuis le 14 janvier dernier. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les vacataires de l'école paramédicale de Dolisie ont brandi le carton rouge et déclenché une grève illimitée. Ce mouvement de grève est la conséquence de la non prise en compte de doléances formulées par le syndicat de l'EPEM Dolisie. Pour nous qui sommes en première année, nous sommes très déçus déjà de ce qui se déroule ici parce qu'aujourd'hui c'est quand même le premier jour de la semaine. Nous étions au MA ensemble avec l'équipe administrative, sinon l'équipe de maîtrise. Mais nous constatons du côté du personnel enseignant une totale absence des enseignants, vacataires surtout, qui ne se présentent pas. Et de notre côté, ça nous fait pas du bien parce que ça risque d'empiéter sur notre année scolaire ici à l'EPM de Dolisie. Et sur ce, nous demandons très respectueusement aux autorités
vraiment de nous venir en aide, de penser à solutionner, sinon à pallier à ce problème pour faire de telle sorte que ces enseignants vacataires qui sont en grève reviennent pour nous enseigner. Depuis 2010, il y a les arriérés qui ne sont pas réglés, qui ne sont pas payés. Et ils ont pensé, bon, que voir toutes les démarches et les solutions qu'ils ont voulu proposer aux autorités qui ne sont pas prises en compte, ils ont pensé, bon, arrêter, cesser avec les cours. Voyez-vous, de 2010 jusqu'à aujourd'hui, essayez un peu de voir les arriérés, essayez un peu d'évaluer. Ça fait beaucoup de temps. Et c'est par amour que ce monsieur-là vient pour faire cours. Et si on essaie un peu d'évaluer tout cela, bon, c'est pas maintenant que je pense qu'ils pourront revenir pour faire cours si le problème n'est pas résolu. Sur un effectif de 43 enseignants, l'école compte 40 vacataires et 3 permanents. 13 ans de bénévolat, trop c'est trop, disent-ils. Nous avons donné un préavis au préfet pour porter l'information au ministre. Le ministre est informé et nous sommes en grève. Nous sommes en grève illimitée parce qu'on nous doit 13 mois de vacations sans payer un seul franc. Arrivés ce matin à l'école, les étudiants n'ont trouvé que des salles sans enseignants et quelques personnels administratifs, notamment le directeur des études Patrick Ndjengi et Emelvi Irène Koudissa Kunanguna. Les enfants sont dehors, c'est parce qu'ils attendent les enseignants. Et donc le corps enseignant qui est en majorité des vacataires, et donc ils ne sont pas encore là, alors qu'il était censé qu'ils soient là le matin pour faire leur cours. Si vous avez pu jeter un œil sur nos affiches, sur le tableau qui se trouve dehors, vous avez lu les emplois du temps pour les cours, vous avez lu le planning de stage, tout est programmé. La partie administrative, vous avez constaté que les bureaux sont ouverts, nous sommes là, mais c'est le corps enseignant que nous attendons, qui est en majorité des vacataires. Au cours de leur assemblée générale tenue le 14 janvier dernier, ils avaient demandé à l'administration de regarder la question relative au paiement de leurs émoluments, période de 2010 à 2022, mais en vain. À Pointe-Noire, les gendarmes ont saisi la semaine qui vient de s'achever des cargaisons des produits pétroliers stockés à la zone frontalière du Cabinda dans la sous-préfecture de Tiambanzassi. Écoutez les détails dans ce reportage de Jean-Pierre Février et Héritier Itois. C'est une audience qui a permis aux deux personnalités d'épiloguer longuement sur les questions qui minent le secteur pétrolier au Congo. Il s'agit notamment de celle de la pollution occasionnée par les sociétés pétrolières, la non-application des textes régissant ce secteur. Ils ont également, au cours de cet échange, abordé le problème de la formation des travailleurs des entreprises pétrolières, comme l'indique d'ailleurs Jean-Christophe Bassissa, président de la Fédération des travailleurs des entreprises des services pétroliers du Congo, à sa sortie d'audience. Nous avons beaucoup échangé sur l'application des textes. Et ça, il est question que de temps en temps, nous retrouvons en commission pour regarder comment faut-il faire avancer, comment faut-il appliquer les lois qui regardent surtout au niveau du secteur du pétrole. Parce qu'il y a des sociétés qui n'appliquent pas les lois, qui travaillent chez nous, qui n'appliquent pas les lois. Donc il est question de regarder ensemble avec le gouvernement comment ces lois seront-ils appliquées au niveau de ces sociétés. Le président de la Fédération des travailleurs des entreprises des services pétroliers du Congo a aussi fait le plaidoyer sur la formation des travailleurs tant au niveau national qu'à l'étranger. Toutes nos excuses pour ce désagrément, nous n'avons pas pu vous diffuser le bon élément. On va donc poursuivre cette édition avec un autre sujet. Le phénomène d'émiterie étant problème réel dans la capitale congolaise, Bernadette. Oui, la population impuissante est contrainte, bon gré, mal gré, de se soumettre aux caprices et aux humeurs de certains transporteurs irrévérencieux. On en parle avec Brunel Dongo Kanga, Vincent de Paul Koubemba et Henri Mavambou. Ce ne sont plus de demi-terrains, mais plutôt de quarts de terrain. Le transport en commun à Brazzaville devient de plus en plus difficile et cher. Et la situation
dure déjà. Certainement, d'après les chauffeurs, leur réalité nous disent que le carburant pose problème. Le bidon qui a été vendu au départ à 15 000, c'est maintenant à 25 000. Donc du coup, et les taxes, c'est ce qui fait à ce que qu'ils puissent faire des demi-terrains. Conséquence, la population paye un lourd tribut. Je transpire, je reviens du CH jusqu'ici pour chercher le bus parce que les moyens sont maintenant très difficiles. Donc j'habite Mukondo, déjà le matin pour arriver ici, il me faut 3 bus, qui est des demi-terrains. Bon, on était étudiant, il y a un problème de bourse, et là, il faut que je puisse aller à Mukondo. Mais il me faut au moins 3 bus. J'ai fait il y a 4 heures du temps ici, là, pour attendre le bus qui va me jusqu'à Mukondo, mais malheureusement, les moyens ne répondent pas. Le gouvernement, il travaille juste avec les papiers. Mais ça manque un côté pratique, il n'y a pas l'applicabilité. Voyez-vous, s'il y avait des agents routiers, on devrait bien travailler, mais ils ne sont pas là, on ne sait pas. Donc il y a le libertinage, chacun travaille comme il veut. Or, s'il y avait l'ordre, il y avait l'harmonie, ça devait marcher. Mais malheureusement, eux, ils prennent des décisions depuis là-bas, mais ils n'appliquent pas. La situation devient de plus en plus difficile, à tel point que chaque chauffeur de bus a désormais son itinéraire et le fixe à son bon vouloir. Bon, mais nous vivons cette situation dans la désolation la plus possible, parce que réellement, à ce niveau-là, on ne pouvait pas avoir des bus qui font des demi-terrains. En faisant des demi-terrains, c'est le coût de la poche qui augmente de plus. Pas de bus pour eux, ils sont obligés de marcher, mais jusqu'à où? Il faut donc passer des heures pour prétendre avoir un transport. Et la température avoisine les 32 degrés. En réalité, tout ce désarroi serait occasionné par la rareté du gazole. Et le produit se vend, mais désormais à prix d'or. Du côté du gouvernement, jusqu'à ce jour, aucune communication officielle sur cette pénurie, alors que la situation prend des proportions inquiétantes. Les Congolais se questionnent et veulent des réponses sur ces récurrences de pénurie de carburant. 16 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la deuxième session du comité exécutif de la FECOFOOT. Et au nombre des grandes décisions arrêtées figure le limogeage du staff technique des Diables Rouges à prime. Explication de Donald Goma, David Gomez et Arnaud Itoba. Au regard du rapport des missions d'Ichan Algérie 2022, le comité exécutif a résolu de mettre fin aux fonctions du staff technique en charge de l'équipe ayant participé à ce championnat. Une décision entérinera ultérieurement cette résolution. Jean-Élie Ngoya Obakas et son staff technique limogé. Ainsi, on a décidé le comité exécutif de la Fédération congolaise de football réuni mercredi à Brazzaville. Arrivé à la tête des Diables Rouges à prime le 30 mai dernier, le sélectionneur Jean-Élie Ngoya n'a pas atteint les objectifs assignés puisqu'à la 7e édition du CHAN Algérie 2023, le 11 national a été débarqué dès le premier tour. Quelques chroniqueurs interrogés sur ce limogeage ne sont pas surpris. Je pense que c'était prévisible. Pour les analystes sportifs, ils savaient déjà qu'on allait en arriver là parce que Élie Ngoya a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale à prime avec des objectifs précis. Et je pense que déjà la qualification était très poussive. Nous avons tous vu comment l'équipe s'est qualifiée dans la douleur et la préparation n'a pas été à la hauteur. Et le CHAN, je pense que c'est la plus piètre des équipes que le Congo, qui a représenté le Congo au CHAN. Et donc, au regard de ces résultats, c'est le contraire qui m'aurait surpris. Je me pose des questions, pourquoi avoir attendu si longtemps pour annoncer cette nouvelle au public sportif congolais? Parce que à la sortie du CHAN déjà, on se posait des questions. D'autres nations avaient certainement limogé les sélectionneurs pour contre-performance. Mais chez nous, on a un peu tardé. Et le sélectionneur Élie Ngoya a joué un faux jeu. Car lors de la qualification ici à Massamadéba, on se souvient, le coach nous avait dit le Congo va au CHAN pour jouer le titre. Et quelques semaines avant le début du tournoi, l'entraîneur nous dit nous allons jouer pour préparer l'avenir. Mais préparer l'avenir, ce n'est pas comme ça. Jean-Élie Ngoya aura eu la malchance de ne pas avoir les acteurs qui ont préparé cette compétition. Un véritable hic. Il y a quand même un hic qu'il faut relever. C'est le fait que M. Élie Ngoya arrive en équipe nationale avec une ossature basée sur Otto et Diable Noir.
Mais quelque temps après, la majorité des cadres ont désisté parce qu'ils ont eu des contrats à l'étranger. Je pense par exemple à des joueurs aussi pertinents que Mwanza Mapata ou encore au CT Harvey, même si on aime bien le repousser en équipe nationale, mais je crois que les prestations de Bissiki aujourd'hui, au niveau de l'Upopoprou, font suffisance que c'est un garçon qui pouvait bien apporter beaucoup de choses dans cette équipe. Donc pour moi, je pense qu'il y a quand même ce hic qu'il faut relever, que Joël Ngoya n'a pas eu le stature qu'il souhaitait avoir. Il y a eu beaucoup de départs, ça a joué en sa défaveur. Au cours de ces assises, les membres du comité exécutif ont félicité les Diables Rouges U17 pour leur performance à Limé au Cameroun, marquée par la qualification à la phase finale de la CAN de leur catégorie qui se déroulera en Algérie en 2023. La double confrontation Congo-Soudan du Sud et Soudan du Sud-Congo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 a été aussi au menu de ces retrouvailles. A noter que la date de la prochaine Assemblée générale ordinaire de la Fédération congolaise de football a été fixée pour le 15 avril 2023 et le lieu sera communiqué ultérieurement. On rappelle également, après le lycée technique industriel du 1er mai, le 3 février dernier, le tour est revenu vendredi dernier aux élèves du complexe scolaire Nganga-Edouard d'être édifiés sur les faits de corruption et leurs conséquences en milieu scolaire. C'est une initiative de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, ALC en sigle, avec l'appui de la planche du salut des élèves et étudiants du Congo. On en parle avec Irma Oko et Audouard Estebirin. Un échantillon d'élèves du lycée d'enseignement général Nganga-Edouard a été sensibilisé sur la corruption et la fraude. La corruption est un mal qu'il faut combattre à tout prix, comme le dit le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Olita Ondongo. La plateforme La Planche du salut des élèves et étudiants du Congo qui œuvre aux côtés de la ALC s'engage donc à faire de la lutte contre la corruption en milieu scolaire son cheval de bataille. Chers élèves, tous on doit s'engager à lutter ensemble contre la corruption. Dans la corruption, les tâches sont reparties. Vous avez votre part de responsabilité. Les autorités également ont leur part de responsabilité. Nous luttons contre la corruption, pas parce que ce n'est pas une chose simple à faire. La corruption touche les esprits. La corruption devient comme un comportement dans le secteur éducatif. Le président de la ALC a, au cours de cet échange interactif avec les apprenants, fait la présentation et mis en exergue les missions de cette institution dont il a la charge. Il a également montré aux élèves combien l'école joue un rôle primordial dans leur vie. Chers élèves, j'espère que vous savez pourquoi vous allez à l'école. L'école, c'est la vie de chacun de nous. L'école, c'est la vie de toute une nation entière, car sans l'école, il n'y a ni nation ni État. Vous pouvez par là mesurer la noble mission que vous gérez au quotidien, l'ampleur du poids et le degré de responsabilité que vous portez sur vous. Vous le savez peut-être mieux que moi, que la réglementation en vigueur n'est pas restée indifférente devant les antivaleurs. Après ces échanges, les élèves sortent de là très satisfaits. C'est le cas ici d'Olivier Brali Lesoulenda, élève en terminale D5. Dorénavant, au lieu de mettre plus de force dans la tricherie et la corruption, nous devons plus travailler et dénoncer aussi les auteurs de la corruption pour ne pas pourrir cette génération que nous sommes des futurs cadres de ce pays. Désormais, pour dénoncer tout acte de corruption et de fraude, il suffit d'appeler le numéro vert de la ALC, le 1023, ont précisé les responsables de cette institution.
Depuis le 4 février dernier, le monde de la presse est en deuil avec la mort de notre Flore Edzebe, ancienne collègue journaliste ici à DRTV, qui évoluait depuis à Radio Congo. Vendredi, c'était donc le jour des obsèques. C'était dans un environnement de tristesse. Flore Edzebe Olivia repose désormais au cimetière de Buka. Retour sur ce jour de l'enterrement dans ce reportage de Giscard Maungu et Jean Jaurès Komba. Ngona biso ya tango nyonso ezali pona toyebi bozali mingi ebele na kolanda kabilili pe manaka ma Digital Radio Télévision Internationale. C'était il y a quelques années. Flore Edzebe était dans sa prestance habituelle. Elle était dans son élément. Présentatrice de qualité des journaux en langue lingala. Elle a marqué aussi son passage à Radio Congo. Cette prestance, c'est depuis Haïti. Pour toujours. C'était vraiment l'espoir de la presse congolaise, je parle d'une manière générale. C'est comme elle a commencé à DRTV, elle était déjà à Radio Congo, elle pouvait également aller ailleurs. Vraiment, il nous manque des mots devant cette dure épreuve. À la morgue municipale de Brazzaville, pour le jour ultime, la douleur de séparation était partout. Les collègues de Flore Edzebe sont aussi venus pour le dernier hommage dans un environnement de douleur. Dans cette salle réservée pour le recueillement des collègues de Flore Edzebe, l'oraison funèbre est lue en lingala, la langue de service de Flore. Olivia Flore Edzebe mopandi sango malamu olokota lwa lingala nzinga ya ye ya mosala. Quand j'arrive nouvellement à DRTV, j'ai croisé Flore Edzebe. Elle était déjà à DRTV. Donc pour moi, Flore Edzebe, je pouvais dire, était comme un encadreur. Donc elle m'a reçu, elle m'a prodigué certains conseils pour connaître les béabas du boulot. Au recueillement, Nuvetoba, collègue de Flore à Radio Congo, n'a pas pu avancer, préférant se blottir dans les bras de Peggy Nyanga. La douleur est bien palpable. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je suis désolé. Là, la petite sœur de Flore, qui n'arrive pas non plus. Le temps est lourdement triste, surtout que rien ne présageait une telle issue. La façon qu'elle s'est séparée de nous, c'est vraiment inexplicable parce que vendredi, elle était en conférence de rédaction, apparemment bien portante. Et le samedi, un AVC l'emportera devant le catafalque. Le directeur général de Radio Congo est passé pour le geste ultime. Le secrétaire général, directeur général par intérim de DRTV, est aussi passé pour le même geste. À côté, Roland, avec qui Flore Edzebe a partagé sa vie et a eu 2 enfants, est plongé dans la douleur. C'est le 11 mars 1983 à Lukolela, dans le département de la Cuvette, que Flore Edzebe est venue sur Terre. C'est le 4 février dernier qu'elle a refermé sa parenthèse de vie. Flore Olivia Edzebe a été enterrée au cimetière de Buka, lieu où elle reposera pour l'éternité. Décédé le 28 décembre 2022, Alphonse Ngongo Passy, dit Mermons Passy, un des sociétaires du célébrissime orchestre Les Bantous de la capitale, a été inhumé samedi au cimetière du centre-ville. Bien avant, un hommage lui a été rendu au cercle culturel Sony Naboutansi. Ont choisi de pleurer un des leurs qui était le dernier vétéran de l'orchestre Bantou de la capitale par la chanson et la danse en guise de souvenir. C'est vrai, ce sont des pleurs, mais c'est une façon d'honorer mon père.
pour tout ce qu'il a fait pour nous les enfants. Et par rapport à son métier, il mérite ça. Et lui-même, il disait ça de son vivant, le jour où je vais mourir, ça sera une grande fête. Il faut danser. En même temps que vous êtes en train de pleurer, il faut danser, il faut être dans la joie. Alors, mon papa, je peux dire, fut un grand artiste. Donc, je dois pleurer dans les danses. Avec Mermans, il a été, vous connaissez la chanson qui est en train d'être chantée. Et effectivement, c'est la griffe aussi de Mermans. Donc je considère que c'est dommage. Mais la vie, on grandit. Et ensuite, il y a une pente qu'on ne pourra jamais éviter, c'est la mort. Vous savez que le choc est très important. Sa disparition vient une fois de plus enrichir la bibliographie de la douleur. Bobote mon appel Nzambiye, totonti masumu mingi. Sai mon appel Nzambiye, betwe ba bulembo boyoka. Vraiment, il était à la hauteur. C'est un grand guitariste. Moi, je ne vois plus quel guitariste encore qui peut encore remplacer Vieux Mermans, parce qu'il était le seul qui était resté. Après quoi, place au recueillement. Les autorités politico-administratives, membres du club des Bantous de la capitale, artistes, familles et bien d'autres se sont tour à tour recueillis devant le corps sans vie de Mermans Passy, ceci pour un dernier hommage. Né le 25 décembre 1940 à Amon-Madia, dans le département du Poul, Alphonse Ngongo Passy Mermans fut le premier guitariste de la République du Congo recruté à Brazzaville dans l'orchestre Bantou de la capitale. Quelques personnalités amoureux de la rumba et membres du club des Bantous de la capitale gardent de cet illustre artiste des bons souvenirs. J'ai bien connu Passy Mermans, comme tous les musiciens de l'orchestre Bantou. Aujourd'hui, je crois qu'il n'en reste que, de sa génération, il ne reste que Cosmos. Donc je suis venu rendre hommage à ce grand guitariste que nous avons connu, grand compositeur également. Il a fait de très belles chansons, très belles chansons. Je ne sais pas si on a répété ces chansons tout à l'heure. Et celui qui vous parle, donc, c'est quelqu'un qui a très bien connu Passy Mermans en tant que grand fan des Bantous. Et puis je suis membre du club Bantou. Je garde de lui le souvenir de quelqu'un qui se recherchait en permanence jusqu'à la fin de ses jours en réalité. Il part à sa passion désespérée, c'est-à-dire avec un sentiment d'inaccompli de toute son œuvre. Passy Mermans est un virtuose de la musique congolaise. Il a marqué les Bantous depuis 1963. Et depuis lors, il n'a pas fait de pause. Il a été musicien et aujourd'hui, il nous quitte. Mais je dois dire que Passy Mermans est une particularité parce qu'en tant que soliste, il a été compositeur. Il n'a pas fait que accompagner les chansons des autres, mais lui aussi il a eu à composer. Et Passy Mermans, c'est quelqu'un qui a eu du métier. Je l'ai connu dans Bantou de la capitale. Il a fait beaucoup des années dans la capitale. Et bon, nous on a formé notre mutuelle dans Bantou de la capitale. Il nous soutenait en tout cas beaucoup. C'était un papa qui était ouvert. Comme les artistes ne meurent pas, Passy Mermans continuera certainement toujours à vivre à travers plusieurs chefs-d'œuvre, parmi lesquels Bobote Monamprile, C'est Surieux Tontine, à mon avis, Libala Ekeseni et Bani Bani. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ça me cœur. Près de 2 mois, Mermans n'a pas pu être enterré parce qu'on l'a oublié. C'est dire qu'il faut qu'on repense un peu la valeur de la musique et des musiciens qui l'exercent. On n'a pas pu l'enterrer par manque de moyens et la famille désœuvrée comptait sur le pouvoir public. Mais écoutez, les pouvoirs publics aussi n'ont pas réagi.
Bon, peut-être qu'il y a des raisons, mais moi je ne peux pas faire de commentaires. Mais c'est à regretter quand même, c'est à déplorer. Décédé le 28 décembre à l'âge de 80 ans, Passy Mermons a été inhumé ce samedi au cimetière du centre-ville à Brazzaville. Tout à fait autre chose à présent. Il avait annoncé depuis le 10 février dernier, je parle du personnel enseignant et administratif de l'université Marien Ngouabi qui a décrété finalement une grève ce vendredi. Une décision actée après plusieurs démarches menées sans succès. Suivez. Cette ambiance de va-et-vient des étudiants de l'université Marien Ngouabi n'existera plus pendant un bout du temps. Et pour cause, les enseignants et le personnel administratif de l'université Marien Ngouabi ont mis en exergue leur menace de grève annoncée depuis le 10 février dernier. Nous avons fait un préavis de grève et nous avons été reçus à différentes échelles. À la présidente de l'université Marien Ngouabi, à notre ministère de tutelle chez Mme Adoki et au niveau de la primature chez notre collègue Coliné Makosso. Ces rencontres ont été infructueuses sur les 6 points ou les 6 exigences que nous avons posées. Nous ne reprendrons le travail que si nos 6 doléances seront exaucées. Voilà en amont ou en bref. Nous allons arrêter demain matin, samedi. Nous ferons le tour dans les établissements pour dégager les briseuses et les briseurs de grève. Et nous avons besoin d'une université stable. À compter du 10 février 2023, il n'y aura plus de cours pour les étudiants. L'intersyndicat de l'université Marien Ngouabi en a décidé ainsi. Plusieurs démarches ont été entreprises au sujet de 6 points contenus dans leur cahier de charge, qui sont restés toujours sans suite. Nos exigences, c'est d'abord un budget conséquent à l'université Marien Ngouabi. Ensuite, nous voulons qu'on nous paye 4 années d'heures complémentaires et supérieures. Là-dedans, nous avons ce qu'on appelle l'université des vacataires, c'est-à-dire les gens qui viennent pour nous aider et qui ne sont pas payés depuis 4 ans. Et ces heures, en ce qui nous concerne nous-mêmes, ne sont pas payées. Ce sont des heures de travail. Le bénévolat n'existe plus nulle part au monde. Ensuite, nous avons le problème de la concomitance dans le paiement de salaire. On a signé plusieurs textes. Et en dehors de cela, le point culminant, le principal point, c'est celui du statut particulier de l'université Marien Ngouabi. Ce statut a été signé par le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, depuis 2012. Le reste, c'est la faisabilité. Au-delà de tout, les défenseurs des droits et intérêts du personnel de l'université Marien Ngouabi restent ouverts à toute négociation pour mener à bien cette préoccupation. Eh bien, la grève annoncée ce vendredi par le collège intersyndical de l'université Marien Ngouabi a été effective ce samedi 18 février dans l'ensemble des établissements de cette université publique où sont passés nos reporters. Tous les bureaux étaient fermés. Il n'y a eu aucun enseignant pour dispenser les cours et les étudiants se questionnent sur leur avenir universitaire. On en parle avec Brunel Dongekanga, Charville Mabiala et Bien-Aimé Kandé. Ce matin à l'université Marien Ngouabi, le personnel enseignant et non enseignant était en grève. Ici, à Bayardel, les bureaux sont fermés. Pas un seul enseignement dispensé. Les syndicalistes ont débrayé et les étudiants veulent se relâcher devant notre micro. Là, nous sommes en train de traîner ici, là, par-ci, par-là. Pas de professeurs dans les salles de classe. Et les enseignants vacataires sont en train de revendiquer leurs droits de paiement et l'intégration à la fonction publique en tant que professeur permanent. Ça nous fait tellement mal. J'aimerais m'adresser particulièrement au gouvernement en disant qu'il doit arranger ce problème une bonne fois pour toutes et que les cours reprennent comme on le faisait avant. Autre établissement, même réalité. À la fac de droit, aucun enseignant n'est à l'œuvre. Il n'y a pas cours.
Dans les amphithéâtres, quelques étudiants sont surpris par cette grève. Ce matin, à notre arrivée ici, comme vous le constatez, tout est vide. On est arrivé, on nous a annoncé une grève subitement comme ça. Depuis le matin, on est là à la traîne, il n'y a pas de doc, pas de cours. Bon, en fait, l'université est malade dans tous les domaines. Là, on a commencé la 2e année. On a nos amis qui attendent encore les rattrapages du semestre 1 de la première année, qui n'est même pas encore affiché. Donc, à ce titre, vraiment, on ne sait pas où est-ce qu'on est en train de partir avec le pays. Mais on doit savoir que l'université ici, nous sommes, comme on le dit, les cadres en miniature du pays. C'est à nous de prendre le relève de ces vieux. Bon, dans ces contextes-là, je ne sais pas quelle image on va donner au pays de demain. Si déjà on est mal formé, ça veut dire que la jeunesse congolaise est négligée. Parce que là, vraiment, je peine. J'ai de la peine pour nous. Je ne sais pas vraiment en qui on a confié notre avenir. Ici à l'ENES, même décor, tout est calme. Pour l'Union libre des élèves et étudiants du Congo, le gouvernement doit prendre cette affaire au sérieux. Nous avons constaté avec beaucoup d'amertume la situation des enseignants. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'État trouve au plus vite des solutions pour ce problème. Cela freine le processus académique. Déjà, pour certaines facultés, nous sommes très en retard. Et si les enseignants vont encore en grève, cela bloque encore plus l'apprentissage au Congo. Avec cette grève, c'est tout le programme académique de l'université qui prend un coup. Et les étudiants sont obligés d'en payer les frais. Le collège intersyndical de l'université Marien Ngouabi dit ne pas avoir trouvé satisfaction dans aucune de ses doléances faites au gouvernement. Il s'agit de l'allocation d'un budget conséquent à l'université, de l'application intégrale du statut particulier, de l'appurement de reliquats du premier protocole d'accord, du paiement des heures diverses dues, du respect de la concomitance dans le paiement des salaires avec ceux des agents de la fonction publique et de la nomination au poste vacant à la présidence de l'université et dans certains établissements de cette école d'enseignement supérieur. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous nous sommes invités chez vous. Merci de votre aimable attention. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de l'actualité. Dans quelques instants, la revue de presse. Et ça sera toujours avec vous, Bernadette. Avec plaisir.